Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Notre président Emmanuel Macron, avant d'être à l'ONU, avait réuni les préfets le 15 septembre à l'Elysée, évoquant les crises traversées par le pays, crise sociale, pandémie, je le cite, la crise économique, conséquences directes, je cite toujours, du retour à la guerre en Europe. Encore une fois, d'ailleurs, il a repris cette expression de grande bascule face au bouleversement. Bouleversement, je le cite, climatique et de transition démographique sans précédent. Une population qui, dit-il, vieillit et un monde ouvert, bousculé, vous remarquerez, il parle de bouscule, de bascule, bousculé dans sa démographie des flux migratoires. Mais voilà, face à l'ensemble de ces crises, de ces grandes bascules et de bouscules, Emmanuel Macron voit une formidable opportunité. Écoutez-le. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que les années qui viennent seront des années de transition démographique. D'ores et déjà, nous sommes en train de perdre des élèves dans nos écoles et nos collèges. Cette année, je parle sous le contrôle du ministre, environ 60 000. L'année prochaine, 95 000. J'ose à peine imaginer, plusieurs d'entre vous sont dans des territoires ruraux. Quels que soient les engagements pris, nous devrons fermer des classes, vraisemblablement des écoles et des collèges. Si nous savons offrir de l'hébergement, de l'urgence et de l'intégration dans ces régions à des femmes et des hommes qui arrivent sur notre sol, les conditions de leur accueil seront bien meilleures que si nous les mettons dans des zones qui sont déjà densément peuplées, avec une concentration de problèmes économiques et sociaux massifs, et où vous avez déjà trop d'élèves par classe, et où parfois vous vous retrouvez avec des classes qui ont 10 à 15 élèves allophones. C'est ça la situation qui est la nôtre. Elle est absurde. Voilà, situation absurde et solution d'Emmanuel Macron, cette formidable opportunité de transition démographique. Et si finalement on répartissait les migrants dans les campagnes, alors est-ce vraiment une bonne idée ? Eh bien, on a décidé de poser la question à des gens qui connaissent vraiment la campagne et la ruralité. Nous sommes avec Lou Baumier, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et également maire étiquette Reconquête de Surgis-le-Château. Alors Surgis-le-Château, c'est un petit village français situé dans le département de la Côte d'Or d'une 40aine d'habitants. Tout à fait. Voilà, donc là, les questions de classe, etc., vous connaissez. On va en parler évidemment. Et puis nous sommes avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme pour votre cas, Pascal Pointu. Alors je vais commencer par me tourner vers le maire, le maire rural. Est-ce que parlez bien dans le micro en revanche ? Je vais rapprocher votre micro. Première impression d'abord sur ce discours d'Emmanuel Macron. C'est une impression double. J'ai l'impression que ce genre de proposition relève tout à la fois de la provocation et de la méconnaissance du monde rural. Provocation tout simplement parce qu'aujourd'hui, le monde rural n'arrive pas à garder ses habitants pour des tas de questions d'attractivité, ses propres habitants. Et aujourd'hui, la seule réponse que le président de la République propose, c'est d'implanter des migrants, alors qu'on sait pertinemment qu'on manque d'ores et déjà de moyens, de tout moyen, que ce soit médical, que ce soit les travailleurs sociaux, que ce soit aussi d'emploi plus généralement, du fait de l'éloignement. Et aujourd'hui, implanter du moins une population qui ne sera pas mobile, qui ne sera pas en capacité de faire 30-40 km par jour pour aller travailler, pour aller consulter un médecin, pour rencontrer un travailleur social. Cette population serait forcément immobile. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que quand on est une population migrante qui a besoin d'être très accompagnée. Et si aujourd'hui, l'accueil de cette population-là se fait essentiellement dans les villes et dans les agglomérations, c'est parce qu'on a des normes d'accueil qui consistent à placer les gens à côté des points de transport collectif. Donc, à défaut de transport collectif, je ne vois pas comment on pourra permettre à cette population-là de pouvoir s'insérer correctement. Et la population, et quand je dis provocation, c'est aussi parce que la proposition paraît extrêmement simpliste. On ne peut pas dire, voilà, l'immigration va être une réponse parce que l'éducation nationale n'arrive pas à gérer ses effectifs sur l'échelle du territoire. En réalité, la question rurale et la question de l'immigration est multifactorielle et elle ne peut pas simplement s'analyser sous le prisme de l'éducation nationale. D'accord, donc premier volet. Je me tourne vers Pascal Pointu pour une première impression déjà sur ce discours d'Emmanuel Macron. Et oui, c'est comme si on découvrait la lumière, cette formidable idée de répartir les migrants partout. Peut-être que ça arrangerait tous les problèmes d'une certaine façon, selon Emmanuel Macron.
Oui, alors je rejoins Lou Baumier et je le salue sur ce point-là. Alors moi, je vais faire quand même un parallèle. Je souhaiterais quand même qu'on arrête de nous parler de migrants. Migrants, en 2012, en décembre 2012, François Hollande et Manuel Valls ont changé la loi de ces gens-là qui étaient auparavant des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Bon, donc migrants, c'est beau, c'est gentil, tout machin. Mais pardon, alors une parenthèse, mais Emmanuel Macron n'utilise même pas ce terme de migrants, il dit celles et ceux qui arrivent sur notre territoire et qui n'ont pas de papier. Oui. Donc c'est encore plus paraphrasé. Voilà, c'est-à-dire qu'on édulcore et on oublie que la ruralité a su accueillir momentanément des réfugiés comme des Ukrainiens, comme on en a eu. Donc la ruralité, elle est comme le reste de la France, elle sait accueillir. Elle sait accueillir aussi les droits d'asile. Maintenant, on nous impose une immigration clandestine, puisque là, tel est le cas. On nous impose une immigration clandestine que l'on régularisera par la suite et qui deviendra une immigration régulière. Donc, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est un problème civilisationnel, de civilisation. On se retrouvera avec un mode de vie de nos campagnes totalement changé. J'ai pour preuve, en 2017, à Plaincourt, dans les Hauts-de-France, Pas-de-Calais, je crois, une famille de Syriens a été accueillie dans une petite commune rurale. Ils sont restés 6 mois. Ils n'ont pas pu rester plus longtemps parce que l'épouse n'avait pas la possibilité d'aller à la CAF ou à la préfecture pour les démarches administratives puisqu'il n'y avait pas de service public de transport. Donc, effectivement, comme Lou Baumier le dit fort bien, les migrants ont besoin de transport, enfin les étrangers en situation irrégulière, moi j'appelle ça comme ça, puisque même si on a changé la loi, il y a quand même, on est quand même sous une forme d'immigration imposée et non voulue et non choisie. Et on se retrouvera avec des problèmes conflictuels parce que la vie de nos petites campagnes ne peut pas se résoudre à avoir des migrants ou des gens qui ne partagent pas la même culture, qui ne partagent pas la même religion, qui ne partagent pas les mêmes modes de vie. Et dans nos campagnes, on veut vivre comme nous on a envie. On n'a pas envie d'être dicté par la technicité parisienne parce que M. Macron a décidé, le mondialiste, M. Macron a décidé de nous imposer une immigration. Mais d'autant plus que dans les campagnes, ce sont des petites communes, donc finalement l'arrivée d'un certain nombre, un contingent d'étrangers, donc sans papier, etc., peut très vite renverser l'équilibre. Quand vous voyez déjà les problèmes que pose la coexistence des ruraux et des néo-ruraux, vous imaginez les problèmes de vivre ensemble que cela va poser dans des petits villages, tout simplement parce que on est sur des populations qui arrivent de planètes, on va dire, complètement différentes et qui ont besoin d'être accompagnées de surcroît. Et ce besoin d'accompagnement, aujourd'hui, l'État n'arrive pas à le faire, tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur les 140, 150 demandes d'asile par an, on en a 30% qui sont acceptés, 70% qui partent dans la nature, c'est peu ou prou 100 000 personnes. Et ce sont, d'après ce qu'on comprend de la proposition d'Emmanuel Macron, ce sont ces personnes-là qu'on veut mettre en zone rurale. Or, c'est précisément ces personnes que l'État n'arrive même pas à accompagner, et qui plus est à raccompagner à la frontière. Parce qu'en réalité, c'est le job de l'État. Donc, et quand je dis que cette proposition est en réalité une provocation, c'est tout simplement parce qu'elle consiste à déplacer le problème. Déplacer le problème ne pas faire respecter la loi. Ne pas faire respecter la loi. Et cette déficience de l'État, il la reporte, ou il tend à la reporter sur des petites communes qui, de surcroît, sont beaucoup moins bien dotées que des communes urbaines sur le plan des dotations. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en commune rurale ou en commune urbaine, les dotations qui sont allouées par l'État aux communes sur la base de la population, ça va du simple au double. Tout simplement parce qu'on a toujours considéré que les communes rurales n'avaient pas de charge de centralité. Et donc, elles avaient besoin de moins de moyens. Autrement dit, on va mettre une population abandonnée
dans des territoires qui sont déjà abandonnés par l'État. Mais ça risque également de créer de fortes tensions, parce qu'on va très vite voir des populations qui se sentent, mais là je parle des Français dans la ruralité, qui se sentent déjà très largement abandonnés. C'est pas pour rien que ces expressions de France périphérique, de désert. Les Français quittent ces territoires précisément parce que l'État a sous-investi dans ces territoires. Voilà. Donc je vois pas comment les migrants qui de surcroît sont clandestins et se situent hors du champ de la loi de la République vont y rester. Ce sont des personnes qui ont parfois fait des distances colossales pour venir en Île-de-France. Ce n'est pas faire 200 ou 300 km une fois qu'on les aura installés, je ne sais pas où, en Moselle, en Haute-Marne ou dans la Creuse, qui va les empêcher de revenir en Île-de-France. Donc c'est proprement ridicule. Oui, c'est complètement naïf. C'est naïf, même de tout à fait. penser qu'ils vont pouvoir rester là. Et enfin, peut-être plus idéologiquement, je crois que c'est quelque chose cette proposition interpelle. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui que ces mouvements de population, ils ont été engagés notamment aux États-Unis. Et on voit les réactions qu'ils provoquent. Vous avez 2 gouverneurs, je regardais dans l'actualité, au Texas et en Floride, qui sont des gouverneurs républicains, même trumpistes, pour dire les choses. Et ces gouverneurs ont proposé justement la réallocation ou la redistribution des migrants en les envoyant soit dans l'État de New York, qui est démocrate, soit sur une île bien prisée des présidents, qui est au large de riches. Voilà, exactement, qui est au large de la Floride. Et ces personnes, au moment où elles reçoivent des migrants, justement, créent, ou dans tout cas, font valoir un mécontentement et font valoir que précisément elles n'ont pas les capacités d'accueil, qu'elles sont débordées et qu'elles n'ont pas la capacité de gérer ces quelques cars ou avions de migrants qui sont envoyés par la Floride ou par le Texas. Ils ont appelé la police immédiatement. Exactement. Donc, vous voyez, en réalité, ce qui est étonnant, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, fait du Donald Trump. Voilà. Et on se retrouve dans une situation complètement paradoxale qui était jusqu'alors inimaginable. Alors, et quand on regarde le contre-argument, c'est l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a alloué sur les Landes. L'Allemagne, il est 8h, donc on fait un point sur les informations. Lou Baumier, vous restez avec nous, et Pascal Pointu, évidemment, vous reprendrez la parole juste après ce flash. Ligne droite. La table ronde. Et je suis toujours avec Lou Baumier, avocat et maire reconquête de Surgy-le-Château dans le département de la Côte-d'Or, et avec Pascal Pointu, vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité dans le Puy-de-Dôme. Alors, Lou Baumier, vous vouliez finir seulement votre développement en parlant de l'Allemagne, et ensuite Pascal Pointu, vous reprendrez la parole. Oui, tout à fait. Quand on regarde l'exemple qui a été donné au niveau européen, on nous dit, regardez, l'Allemagne a réussi justement cette répartition géographique de l'accueil des migrants en répartissant par Land. Et en effet, en Allemagne, les titres de séjour sont octroyés moyennant une obligation de rester 3 ans dans telle ou telle lande, de sorte à ce que les landes exercent une forme de solidarité entre eux dans la répartition géographique des migrants. Or, l'Allemagne n'est pas un modèle approprié, à mon sens. L'Allemagne, c'est un État fédéral. En France, on est dans un État profondément unitaire. C'est Paris qui gère, c'est Paris qui fait les titres de séjour, c'est Paris qui délivre, qui donne les instructions. C'est l'État central qui donne les instructions pour l'octroi des titres de séjour. Et même s'il y a des petites différences parfois selon les préfectures dans la mise en œuvre, mais concrètement, c'est Paris qui gère. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a fait 3000 ou 5000 km pour venir à Paris que les 300 ou 400 km d'éloignement qu'un migrant va se voir imposer au moment de l'octroi de son titre de séjour vont être un facteur d'irritement pour l'empêcher de revenir sur Paris. Et d'autant plus lorsque c'est un migrant qui est clandestin parce que son titre de séjour a été rejeté. Mais votre comparaison avec l'Allemagne est particulièrement intéressante, puisqu'on peut en plus se rappeler en effet de l'accueil par Angela Merkel de tous ces migrants et de ce que ça a entraîné derrière, c'est-à-dire la montée des partis extrémistes. Et voyons ce qui s'est passé récemment en Suède. On peut se poser la question aussi, est-ce que finalement Macron ne jette pas les campagnes dans les bras du Rassemblement national ? Enfin, c'est une question aussi qu'on peut se poser, presque stratégique. Je rappelle qu'hier, nous avions le maire de Gap, que Pascal Pointu connaît d'ailleurs, qui nous expliquait que lui aussi il avait ce problème de fermeture de classe comme beaucoup de maires ruraux, et qu'il y avait déjà des migrants sur place d'ailleurs, c'est pas une nouveauté, mais qu'aujourd'hui sur cette annonce du président Macron, il y a eu un petit sondage qui a été fait au niveau local par une radio locale. Eh bien la grande majorité, à 90% des habitants, étaient contre la venue de ces migrants. Donc on voit en plus qu'on impose quelque chose contre lequel tous les habitants vont s'insurger.
Donc, quelle est aussi presque cette stratégie électoraliste, Pascal Pointu? Oui, alors, pour Macron, moi je pense que Emmanuel Macron nous fait du Michel Debré des années 50, quand il y a eu Alors après les Trump, c'est Michel Debré. oui, quand il y a eu les Réunionnais, les enfants réunionnais qui se sont retrouvés dans la Creuse, on a vu le résultat pendant 30 ans de cette politique-là, et ça a été un véritable fiasco, ça a été terrible pour ces enfants réunionnais qui ont été démobilisés et qui ont été envoyés en Creuse pour aider, paraît-il, le monde paysan, et qui se sont retrouvés exploités pour certains et d'autres pas du tout à leur aise. Bon, pour nos campagnes, moi ce que je crains, c'est que Emmanuel Macron nous envoie ce qu'il n'arrive pas à gérer à l'heure actuelle dans les villes, c'est-à-dire les MNA, les mineurs non accompagnés. Et on va se retrouver avec une population de jeunes mineurs, entre guillemets, sachant que les tests osseux sont refusés par la gauche. Donc, on n'arrivera jamais à savoir s'ils sont mineurs ou pas mineurs. Et on aura à gérer cette délinquance, parce que moi, je fais le lien entre immigration et délinquance sur ce sujet-là, des MNA. Et je vois bien, moi, où j'habitais auparavant à Clermont-Ferrand, la dangerosité de ces gens-là, où on a eu X crimes. Et je ne parle pas des milliers de délits qui ont été accolés avec, et une population ingérable où les départements sont totalement dépassés par ces gens-là et qui n'ont aucune envie d'intégration, d'assimilation, d'éducation, de monde du travail ou quoi que ce soit, et qui sont livrés à eux-mêmes et qui se retrouvent à commettre journellement des délits, et on se retrouve à ne plus savoir comment traiter ce problème-là. Donc moi, si c'est pour voir arriver dans la campagne de Loubaumier ou dans la mienne ou dans d'autres campagnes, de voir arriver des hordes de sauvages, parce que moi j'appelle ça des hordes de sauvages, quand on ne respecte rien, quand on ne respecte aucune loi républicaine, ni aucune personne, ni les femmes, ni les jeunes, et que l'on attaque au couteau quotidiennement et ainsi de suite, moi c'est pas possible. La gendarmerie n'est pas en capacité de pouvoir gérer ces problématiques, et de surcroît, il ne faut pas oublier non plus que nos campagnes sont totalement désertées par les médecins. Nous n'avons plus de commerce de proximité. Lundi, on en a parlé ensemble. Nous n'avons plus rien. Et comment ferons-nous pour accueillir ces gens-là quand nous-mêmes, nos jeunes partent à la ville pour essayer de s'en sortir ? Alors ça commence à bien faire. Alors, Emmanuel Macron, dans son discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais normalement, c'était dans l'extrait que j'avais sélectionné pour vous, on l'entend qu'il évoque lui-même, en fait, il fait une espèce de petite parenthèse, il dit, s'il y avait des services minimaux, si on réglait le problème des déserts, on pourrait accueillir les migrants. Mais sauf que ces services minimaux... Les services publics ont fermé, les services publics de proximité ont fermé. Aujourd'hui, on essaie d'en réouvrir à travers des maisons du service public. Oui. Les maternités ont fermé. Donc, je veux dire, il y a sans doute les classes scolaires n'ont pas encore fermé. Donc, elles commencent à fermer. Et c'est pour ça qu'il prend cet exemple. Mais quand on prend tout le reste des services publics a déjà fermé. Les commerces de proximité qui ne relèvent pas du secteur public, en effet, on a un mal fou à pouvoir les faire subsister. Parce que l'activité est liée à l'éloignement, etc. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans des grandes surfaces, faire 30, 40 km et avoir un certain nombre... Pour acheter moins cher et peut-être aussi avoir plus de choix au moment où ils font des courses, etc. Donc, même sur l'emploi, quand vous prenez l'emploi, le type d'emploi qui est accessible est en fait très insuffisant pour permettre d'absorber massivement une population nouvelle. Les exemples qui sont donnés par... le bureau et l'agence française de l'immigration, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les boulots de saisonniers dans l'agriculture. Mais une fois que les vendanges sont terminées, qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année ? Aujourd'hui, on voit déjà une population étrangère qui est très mobilisée, par exemple sur certains secteurs, type le bûcheronnage, etc. Une fois que la coupe de bois est faite, vous faites quoi ? Faut faire 50, 100 km pour aller trouver une autre activité. Donc, en fait, l'emploi qui est très accessible pour cette population dite étrangère et peu qualifiée, en tous les cas pas qualifiée au sens des normes françaises, et qui permettent aussi d'exercer un certain nombre d'emplois
à responsabilité, hein, quand on prend en charge, par exemple, un chauffeur de bus, etc. Ou quand on prend en charge des enfants, on a ça dans l'actualité. Donc, faut des vraies qualifications derrière. On ne peut pas se permettre de donner les clés d'un bus à quelqu'un qui vient d'arriver, même s'il a conduit un bus dans un autre pays. Donc, on voit bien que les exemples qui sont donnés ne correspondent pas à la réalité. Et c'est ça qui est profondément gênant dans la proposition d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est profondément gênant. Parce qu'en fait, non seulement on a l'impression que c'est une insulte à l'intelligence des Français, puis c'est vraiment à se demander s'il ne veut pas créditer cette thèse du grand remplacement bien organisée et gérée par l'État. En réalité, on voit bien que c'est un peu les deux, et c'est surtout une manière de dissimuler les insuffisances de l'État, son incapacité à gérer les personnes qui se voient refuser leur titre de séjour et qu'on voit disparaître dans la nature et qu'on n'arrive pas à reconduire à la frontière. Alors je précise à tous que vous êtes un maire reconquête, donc en plus le terme de grand remplacement, c'est quand même Éric Zemmour qui l'a remis, qui a osé le remettre sur le devant de la scène. Il a parlé ensuite de francocide. Là, vous considérez que c'est un francocide, Non, je crois que le terme de francocide a été utilisé dans le cadre des questions et du lien immigration-sécurité. Là, aujourd'hui, ce matin, je pense que M. Pointu a évoqué la question de la gestion de la délinquance liée à l'immigration, des sous-effectifs de gendarmerie qu'on a dans les territoires ruraux et de l'impasse évidente vers laquelle on va si on procède justement à cette répartition territoriale des migrants. Mais de manière plus générale, l'immigration n'est pas immédiatement lié à un problème, enfin, ne génère pas immédiatement un problème de délinquance. C'est d'abord et avant tout des questions d'accueil et la question que posait Emmanuel Macron et de capacité d'accueil. La question que Emmanuel Macron mettait sur la table, c'est une question liée à l'éducation nationale. Mais l'accueil immédiat, il se fait aussi via par un autre prisme. C'est la question médicale, c'est l'accompagnement social, c'est l'habitat. Ça veut dire que derrière ça, il faut pouvoir mettre sur le marché ou en tout cas faire sortir des projets immobiliers en capacité d'accueillir ces personnes, c'est-à-dire avec un habitat tout à fait conforme. Et on sait très bien qu'en ruralité, on a souvent un habitat qui est fait de propriétés privées, qui est très souvent en deçà des normes nécessaires en matière d'énergie, et pour le chauffage notamment. Et donc on a un niveau de qualité de l'habitat qui est très en deçà de ce qu'on trouve dans les villes. Et aujourd'hui, si on ne fait pas cet effort-là, d'abord et avant tout pour les gens qui habitent les campagnes, on n'arrivera pas à maintenir les gens qui sont des ruraux d'origine dans la ruralité. Et le point initial, il est là. Et c'est la raison pour laquelle Éric Zemmour avait proposé justement cette prime à la natalité, permettant aux familles rurales de pouvoir se projeter dans leur territoire d'origine. Mais là encore, moi je redis, même sur la question des maternités, dans la réalité, les maternités ont déjà toutes fermé, les maternités rurales. Donc, c'est très compliqué. Faire des grands ensembles. Bien sûr, et pour gérer les risques aussi, parce qu'il y a un risque sanitaire, pour permettre aux femmes de pouvoir accoucher dans des conditions tout à fait... ça, c'est ce qui est vendu, mais finalement, elles font 3 heures pour rejoindre une maternité. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux en termes de risque. Mais vous prenez... Alors, pareil, vous soulevez une question de l'éloignement et de la durée de déplacement. Quand vous avez une population qui n'est pas mobile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que derrière ça, on va devoir payer des taxis et des ambulances tous les jours pour être sur la route. Direction l'hôpital, direction les services sociaux. Enfin, c'est des coûts qui Vous pensez que ce sera la France qui devra assumer bien sûr. Mais c'est déjà le cas. Enfin, c'est déjà le cas pour les gens qui habitent, qui sont très éloignés et qui ont le droit à la prise en charge d'un transport, que ce soit une ambulance ou un taxi. Et on sait que ce sont des coûts qui sont faramineux parce que tout simplement on a de la distance. On a de la distance et on n'a pas de moyens de transport public. Donc aujourd'hui, voilà... Emmanuel Macron jette un pavé dans la mare, sans doute avec des arrière-pensées politiciennes. Mais vous pensez que c'est quoi, ces arrière-pensées ? J'imagine qu'il y a au moins 2 arrière-pensées, enfin au moins une qui est peut-être la volonté de reprendre la main sur un sujet avec un énième projet de loi asile et immigration, parce qu'on en a en fait un tous les 2-3 ans. Et après... la question qui peut se poser, c'est de savoir s'il ne cherche pas à recréer du clivage en vue d'éventuelles élections législatives. Oui, mais est-ce qu'il ne prépare pas encore, comme toujours, son meilleur ennemi, en fait, qui est le Rassemblement national ? C'est ce que je dis, il a besoin de tendre le débat, sans doute. Prépare-t-il ou ménage-t-il une possibilité de dissolution ? Je ne sais pas, mais en tous les cas, le voir faire ce genre... Oui. Pascal Pointu. Il a vu, comme tout à chacun, que le Rassemblement national s'imposait
monté dans le milieu rural Ah bah oui, en là nombre c'était de clair votes. avec les dernières élections. Oui. En nombre de votes. Donc, il sait très bien que en appuyant un peu plus où ça peut faire mal sur la ruralité, il va réveiller encore un peu plus le vote RN. Alors bon, moi, c'est pas Il ne peut pas le ne pas problème l'ignorer. aujourd'hui. Voilà, mais de faire un chantage à la ruralité quand on a versé 140 milliards depuis 1978 pour les banlieues et que la ruralité attend toujours un peu d'argent pour essayer de se développer et qu'on n'y arrive pas, et que des secrétaires à la ruralité sont parfaitement silencieux sur beaucoup de choses qui concernent la ruralité et dont on a beaucoup de mal à les sensibiliser. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un chantage qui est fait auprès des maires ruraux en leur disant, voilà, vous acceptez les migrants et vous n'aurez pas vos écoles qui fermeront. Ce chantage-là, moi, je ne l'accepte pas. C'est pas ainsi qu'on doit faire de la politique. C'est pas, surtout que quand on a méprisé les maires pendant le premier quinquennat de Macron, qui a quand même beaucoup méprisé les maires, le premier échelon de la politique locale a été méprisé. Et quand je vois, par exemple, sur un sujet comme le loup sur les territoires, que les élus de terrain ne sont jamais concertés et que c'est M. Macron qui a fait ce plan loup, au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Si on veut nous envoyer des migrants sans donner l'avis de la population, c'est pas possible. C'est pour ça que cette décision doit faire partie d'un référendum. Et ensuite, on verra bien si, à l'issue de ce référendum, le peuple souverain donnera sa réponse. Mais manifestement, Emmanuel Macron est en train de remettre en position Marine Le Pen pour 2027 et est en train de l'installer. Et je pense que c'est la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire après moi le déluge, et après on verra bien. Alors mettre le feu à la République, sachant qu'il ne pourra pas se représenter en 2027, je trouve le procédé un peu cavalier, et sinon outrageant. J'aimerais bien qu'on revienne, Loubaumier et Pascal Pointu, sur le problème fondamental des écoles dans la ruralité. Il nous reste encore un petit peu de temps. On a bien compris quel était le problème de l'arrivée de ces migrants sans papier, enfin comme vous le souhaitez. Mais repenchons-nous un petit peu sur les vrais problèmes de la ruralité qui sont déjà là, qui existent depuis si longtemps, et qui sont notamment ceux des classes. Là, on a parlé des maternités, on a parlé des déserts médicaux, mais c'est des classes qui ferment, Loubaumier. Vous, par exemple, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Moi, je n'ai pas d'école dans mon village. Ah oui, parce que 40 habitants. Exactement. Mais je peux vous donner des témoignages de communes que je connais, parce qu'en qui sont confrontés justement à ces difficultés scolaires. Et les difficultés scolaires, elles sont de deux ordres. D'abord, il y a la continuité du service public, parce qu'on a un sujet sur la pérennité des classes et des fermetures parfois qui sont décidées brutalement par les rectorats, sans véritable concertation, etc. Et je crois que les maires sont d'abord et avant tout demandeurs de lisibilité, c'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une classe, on ne prend pas la décision à la rentrée suivante de la fermer sous prétexte qu'on a une évolution un peu erratique de l'effectif, tout simplement parce que dans une classe ou dans un milieu rural, évidemment, on peut perdre une famille et tout de suite, ça fait 15 ou 20% de variation d'effectifs. Premier élément. Deuxième élément, et c'est un sujet qu'en ville, on sous-estime sans doute, ou qu'on ne connaît pas, c'est que très souvent, avec la compétence scolaire des communes, les communes doivent réinvestir dans le foncier scolaire, à travers souvent des RPI, des regroupements pédagogiques intercommunaux. Et pour mettre aux normes les bâtiments et permettre l'accueil des enfants. Et très souvent, ces projets sont très très coûteux. Ah oui. Si bien qu'on demande aux communes des contributions qui sont exorbitantes. Et je vois des maires aujourd'hui, des collègues, qui redoutent l'installation d'une famille dans leur village, tout simplement parce que avoir un enfant qui va à l'école, parfois il faut sortir 1000, 1200, 1300 euros par enfant et par année. Ça rapporte beaucoup moins, enfin ça coûte beaucoup plus que ce que la famille rapporte en termes de taxes d'habitation foncière ou de dotation. On redouter le fait d'ouverture des classes alors qu'en fait même pour des enfants et même pour des familles françaises. C'est-à-dire que lorsqu'on a un projet immobilier de RPI
qui a mal tourné, qui a été très coûteux, soit parce que le terrain était peu propice à la construction du RPI, soit parce que on a eu des difficultés dans le cas des travaux, etc. Donc on a des coûts de travaux qui ont été mal maîtrisés. Eh bien aujourd'hui, on a des maires qui redoutent de voir l'installation de familles, même françaises, j'y viens, sur leur commune, parce que derrière, il va falloir payer 1200, 1300, 1500 euros de frais de scolarité pour le compte d'un enfant scolarisé, et que très souvent, quand la famille n'est pas propriétaire, il n'y a pas forcément de taxe foncière. Les dotations qui sont représentatives d'une contribution de l'État à la gestion générale de la collectivité sont très inférieures au coût de scolarité qui est supporté par la commune. Et donc, mais malgré tout, les Français payent des impôts, ce serait peut-être pour que les services publics soient assumés, non? C'est ça qui est incroyable. Où est-ce qu'ils les payent? Il y a qui les paye? Mais non, mais c'est ce qu'il faut voir. Regardez les communes, regardez quand on voit le niveau de pauvreté finalement des communes, le peu de dotations. Exactement, parce qu'aujourd'hui, on a des impôts qui ne vont pas forcément au bloc communal, ou en tous les cas qui sont répartis dans des communautés de communes, ou via des fonds de péréquation, et sur lesquels les maires n'ont plus du tout la main. Et les communautés de communes, les grandes régions, ça a été une catastrophe pour les dotations des communes ou pas? Alors, il n'y a pas de lien direct, en tous les cas, plus avec les communautés de communes qui ont capté une part importante, en tous les cas, des recettes communales. Et je crois surtout que, en réalité, il y avait une différence de dotation à l'origine entre les communes, les petites communes et les grandes communes, parce qu'il y avait des charges de centralité. Donc, précisément, quand vous étiez dans une commune bourg, qui devait accueillir une école, qui devait accueillir une piscine, qui devait accueillir un théâtre. Donc, fondamentalement, l'État admettait justement cette différence de dotation entre les petites communes et les grandes communes. Sauf qu'entre-temps, on a eu des communautés de communes. Sauf qu'entre-temps, on a le tissu administratif s'est complexifié et on a eu d'autres moyens de financement de ces grandes infrastructures. Et en particulier, il y a un certain nombre d'infrastructures. Aujourd'hui, quand vous avez un musée, en général, il est porté par la communauté de communes. Il est de moins en moins porté par la commune. Donc, ce sont les impôts de la communauté de communes qui payent. Pour autant, les grandes communes ont toujours des bonifications de dotation, soit du fait de leur population, parce que quand vous êtes dans une grande ville, alors la réforme, les dotations ont été réformées, mais globalement, ça allait du simple au double entre une commune rurale et une grande ville par tête d'habitant, par habitant. Donc on est sur des inégalités qui sont structurelles entre les villes et les campagnes, et aujourd'hui, qui en tous les cas, qui ne vont pas vraiment en s'améliorant. Elles ont été tentées d'être corrigées, mais elles ne vont pas en s'améliorant. Et aujourd'hui, venir abandonner une population de migrants dans des territoires qui sont déjà abandonnés, ce n'est clairement pas une solution. Bien sûr. Pascal Pointu, le mot de la fin. Et alors, moi pour Emmanuel Macron, je lui dirais qu'avant de donner des instructions aux communes rurales, la première des choses, c'est quand même d'être élu sur un mandat de territoire. Emmanuel Macron n'a jamais été élu nulle part, sauf président de la République. Donc, il méconnaît totalement les territoires locaux, les territoires ruraux. Il impose sa vision mondialiste de sa politique. Néanmoins, il me semble que d'abord, les maires doivent d'abord se prononcer et l'association des maires de France doit prendre la parole par rapport à ça. On ne les a pas entendus là, d'ailleurs. J'attends David Lisnard et l'association des maires ruraux aussi sur ce sujet-là, parce que d'abord, quand on parle d'éducation, moi ce que je crains aussi, c'est de retrouver dans des classes primaires des enfants venant de l'étranger qui vont manifestement avoir beaucoup de difficultés à s'intégrer et à s'assimiler. Et je crains que nos petits élèves de nos campagnes en paient le lourd tribut et que l'on retrouve des enfants qui n'ont pas forcément déjà beaucoup de chance dans un système d'éducation nationale en milieu rural avec toutes les difficultés, mais que le niveau baisse. Et que on se retrouve avec des enfants qui eux, n'ont rien demandé à personne, doivent baisser de niveau pour pouvoir mieux intégrer ceux qui n'ont pas les connaissances et les compétences à l'heure actuelle. Oui, c'est une crainte qu'on peut avoir, Pascal Pointu. Juste, Louis, une dernière question avant qu'on ne clôture cette table ronde. Pourquoi on n'entend pas les maires ruraux? Pourquoi on ne les entend pas sur ce sujet-là? Quand vous écoutez différentes émissions de radio, en ce moment aussi, il y a comme souvent des maires ruraux qui Mais il n'y a pas eu une communication de l'Association des maires ruraux de France? Alors, en tous les cas, je ne l'ai pas vu, c'est vrai. Après, il faut dire aussi qu'il y a une très grande diversité dans les communes. Alors, pour ce qui concerne l'AMF,
qui est l'Association des maires de France, évidemment, elle regroupe à la fois des communes qui structurellement accueillent une population immigrée et des maires qui n'en accueillent pas. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que si l'État n'arrive pas à accueillir décemment une population immigrée, en tous les cas, quand elle est éligible, quand elle dispose de titre de séjour, dans les grandes villes et dans les grandes agglomérations, là où on a tous les moyens et tous les services publics, je ne vois pas comment on arriverait à accueillir cette population dans des territoires où on n'a plus de services publics. Évidemment. Ça semble assez... ça semble relever du bon sens, hein, mais visiblement, ce n'est pas forcément le cas pour tous. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux, de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'est que la réalité et la réalité du terrain de la ruralité. Merci Lou Baumier, avocat, maire reconquête de Surgilles-Château en Bourgogne. Et merci à vous, Pascal Pointu, vice-président national du mouvement de la ruralité et président régional du mouvement de la ruralité, donc dans le Puy-de-Dôme. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.